Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Décideurs Patrimoine. L'effet patrimoine, on va s'intéresser à un sujet brûlant, la consolidation dans le monde des conseillers en gestion de patrimoine. En effet, pas une semaine qui passe sans de nouvelles annonces. Alors on connaît bien les grands noms, Cristal, RS Sirius, Patrimofi, Astoria, encore Premium. La liste des consolidateurs du marché ne cesse d'augmenter. Elles sont soutenues bien sûr par des fonds de private equity. Est-ce que c'est quelque chose qui va durer ? Est-ce qu'on peut survivre sans être happé par ces grands noms ? C'est ce qu'on va demander à nos invités, nos experts. On est en compagnie de notre expert, c'est Jean-Louis Duvernay qui gère. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Vous êtes Managing Partner chez Newcope Corporate Finance. Bienvenue à vous. Merci. Et puis on invite deux témoins, deux grands témoins. Alors Patrick Ganancia, bonjour. Bonjour. Patrick, vous êtes coprésident de Sirius RS et vous êtes un acteur majeur justement de ce mouvement de consolidation des cabinets de conseil de gestion de patrimoine. Et à vos côtés, on a François-Xavier Seur. Bonjour François-Xavier. Bonjour Fabrice. Vous êtes fondateur de Terra et Patrimoine et vous êtes le petit qui résiste au gros. En tout cas, vous venez de créer votre cabinet il y a 3 ans. Hein. C'est ça, 3 ans et demi. Et puis voilà, c'est un peu l'idée, c'est de témoigner qu'aujourd'hui, on peut encore créer des cabinets et les développer, qu'il y a de la place pour tout le monde sur le marché. Alors, on va voir ça, effectivement. On commence avec vous, Jean-Louis Duvernay. Vous connaissez bien ce secteur, justement, des conseillers en gestion de patrimoine. Vous participez à ces opérations de M&A, de fusion-acquisition. Pourquoi aujourd'hui, si on fait un état des lieux, pour bien comprendre, pourquoi on a ce mouvement accéléré de fusion-acquisition ? C'est quoi ? C'est l'âge du capitaine ? C'est des multiples qui s'envolent ? Expliquez-nous. Alors, il y a plusieurs effets. Il y a des effets un petit peu négatifs, c'est-à-dire qu'il y a quand même le poids de la réglementation, il y a le besoin de se digitaliser, donc qui pousse quand même les chefs d'entreprise ou les CGP à réfléchir. Et puis, il y a beaucoup d'aspects positifs. L'âge du capitaine, comme vous le dites, c'est vrai que c'est une profession qui arrive avec une pyramide des âges, avec beaucoup de dirigeants qui arrivent proches de la retraite et qui se disent finalement, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que c'est mes employés qui vont reprendre ou est-ce que je vais transmettre mon cabinet ? Et puis après, il y a un mouvement aussi très positif, c'est effectivement l'arrivée des fonds de private equity dans le secteur qui ont investi dans certains acteurs, dans les leaders, et qui incitent effectivement à la consolidation. Oui, ces fonds de private equity, de manière étonnante, on a l'impression qu'ils sont arrivés d'un coup, qu'ils sont focalisés là, sur ce marché qui était un peu en dessous des radars. On ne voyait pas beaucoup d'opérations et on a l'impression que là, depuis finalement la crise sanitaire, ils ont accéléré, ils commencent à regarder sur la France et sur ce marché. Pourquoi ? Exactement. Donc, effectivement, au réveil du Covid, on va dire, ils se sont aperçus que ce secteur avait résisté à une pandémie mondiale et qu'il est sorti plus fort finalement qu'il y était rentré. Et donc, ils se sont dit, c'est magnifique d'avoir un secteur qui résiste à une pandémie mondiale. Et puis, en même temps, il y a une autre tendance de fond, c'est la prise de conscience quand même de la population qu'il faut préparer sa retraite, sa dépendance, sa transmission, et qu'il ne faut pas juste s'en remettre à l'État pour avoir une retraite. Donc c'est vraiment cette prise de conscience de gérer son patrimoine sur la durée, et potentiellement sur plusieurs générations. Et donc il y a un attrait aujourd'hui pour le secteur de la gestion de patrimoine, avec aussi le retrait des banques privées qui augmentent les seuils de plus en plus, et les banques de détail qui digitalisent en fait les clients. Et donc finalement, cette clientèle un peu de masse affluente, elle se trouve mal servie par les grandes banques privées, mal servie par les banques de détail, et les CGP arrivent avec leur dynamisme commercial, avec leur expertise. Ils sont capables de parler de plusieurs produits, de parler de... Avec leur indépendance également. Et avec leur indépendance, en toute objectivité. Oui. Voilà, on n'a pas le produit maison peut-être à fournir et c'est ce qui fait la différence. Patrick Ganancia, vous, je le disais, combien d'années là chez RS, combien d'années de gestion de patrimoine derrière vous ? Derrière moi, ça va faire 30 ans. 30 ans. Et vous participez activement à ce moment de consolidation. D'ailleurs, il y a un fonds de private equity qui vous a approché. Comment ça s'est passé pour faire ensuite ce rapprochement avec votre compère de Sirius ? Écoutez, moi j'ai démarré ce métier, j'avais 27 ans, donc en effet, je l'ai fait grandir comme un cabinet indépendant. Et puis à un moment, j'ai fait plusieurs acquisitions de cabinets de personnes, comme l'a décrit Jean-Louis, qui étaient plutôt des Parisiens, des cabinets dirigés par des mecs très sérieux, qui avaient envie à un moment de prendre leur retraite et de continuer à travailler 6 mois, 1 an, 2 ans avant de partir. Et ça a très très bien fonctionné. Puis à un moment, on a bien senti qu'une consolidation allait arriver et on a un fonds qui s'appelle Florac qui est rentré dans notre capital en 2020 et qui nous a accompagnés pendant 4 ans, en parallèle d'autres acteurs comme
Cyrus ont grandi, et puis à un moment convaincu qu'après cette phase où des moyens ont acheté, ont fait des acquisitions, d'acheter des petits cabinets, c'est le début de la fusion entre les moyens. Voilà. Jean-Louis en a accompagné une en début d'année, et puis nous aussi, de notre côté, on a décidé avec Meyer Azogit chez Cyrus de fusionner pour créer cette société qui s'appelle Cyrus Erez et qui regroupe aujourd'hui des professionnels de toute la France en architecture superbement ouverte. Voilà, et c'est une nouvelle page qu'on est en train d'essayer d'écrire dans ce marché de la gestion de patrimoine. Oui, c'est intéressant parce que souvent on dit, et je parle sur votre comptoir, Jean-Louis, hein, les fusions-acquisitions, c'est compliqué. Hein, on le voit dans d'autres domaines, on promet des méga-fusions qui vont créer de la valeur, qui vont être relutives, etc. 1 plus 1 égale 3, on s'aperçoit que souvent 1 plus 1 égale 1. Dans certains secteurs, en tout cas, ça ne marche pas du tout. Pourquoi ? Quelles sont les conditions du succès pour justement la gestion de patrimoine ? Parce qu'on a l'impression que ça marche plutôt bien. Le succès d'une opération de rapprochement, c'est, je dirais, souvent je dis, c'est les 3 P. C'est le prix, le projet et les personnes. Et d'ailleurs, si on peut le mettre dans un autre ordre, c'est d'abord les personnes, ensuite le projet, et à la fin, le prix en découle. Mais effectivement, il faut qu'il y ait une complémentarité, une vision commune de la manière de conduire les affaires, un beau projet, bien préparé, et ensuite le prix en découle facilement. Vous confirmez, Patrick Garnancière, c'était ça ? C'était d'abord une histoire de personnes, ce sont des rencontres ? Je pense que si la confiance n'existait pas entre les deux dirigeants, le projet ne serait pas né. Mais il n'est là que pour 5%. 5%. C'est vraiment une évidence industrielle pour Meyer et moi que ça avait du sens parce qu'on a la même typologie de clientèle, qui est plutôt une typologie très gestion privée, dans le cœur de nos clients. Il y a une complémentarité géographique, parce qu'il avait des bureaux et nous aussi à des endroits qui n'étaient pas les mêmes. Et donc voilà, je pense que c'est une histoire avant tout de projet. Ouais. Vous ne vous retrouvez pas avec des doublons, par exemple à Paris, où il y a un cabinet en face de l'autre, ou la même zone de chalandise, entre guillemets ? Non, au contraire, on revient d'un séminaire justement pour valider toute cette fusion. Et au contraire, les équipes, on a besoin même aujourd'hui de plus de conseillers en gestion de patrimoine pour notre clientèle gestion privée, gestion de fortune. Aujourd'hui, on en manque. Donc on n'a surtout pas de doublons. On a encore des manques aujourd'hui et on a besoin encore de recruter des talents. Et j'espère que la force d'un groupe commun qui permet d'avoir un accès à une offre exceptionnellement large, va attirer des talents de personnes qui sont aujourd'hui dans des établissements où malheureusement l'offre est trop étroite peut-être pour eux, où ils ont envie d'un autre niveau d'expertise. C'est ça qu'on est allé chercher, parce qu'un cabinet indépendant, c'est formidable, on l'a connu, mais à un moment on avait envie d'offrir encore plus à nos clients. Alors on va voir justement sur quels produits vous pouvez faire la différence, et puis on parlera chiffres bien évidemment, pour vous confirmer que 1 plus 1 égale 3, si on comprend bien la fusion avec Cyrus. François-Xavier Sœur, vous êtes donc le fondateur de Terra et Patrimoine, et vous êtes peut-être, avec quelques années de moins, comme Patrick il y a quelques années, en plein démarrage, et donc vous vous accélérez. Ça veut dire que dans cet écosystème de la gestion de patrimoine, finalement, tout le monde peut trouver sa place, parce que le dynamisme de la création, il est là dans la gestion de patrimoine. Si les fonds d'investissement s'intéressent à cette profession, c'est parce qu'on a une profession qui est hyper dynamique, qui a un marché en croissance assez forte, qui est rentable, et sur lequel on a un business model qui est hyper lisible. C'est-à-dire qu'on sait au début d'année, comme on a une récurrence au niveau de la rémunération, combien on fera au minimum d'ici la fin de l'année. Donc on a une visibilité, on a une espèce d'économie de l'abonnement. Ce qui fait que forcément pour des investisseurs, pour des personnes qui souhaitent faire de la consolidation ou autre, c'est un milieu qui est rêvé parce qu'il y a de belles marges et encore une fois une lisibilité du business model. Et après c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une consolidation qui a commencé il y a une dizaine d'années, mais malgré tout le nombre de cabinets de conseillers en gestion de patrimoine augmente. Donc ça veut dire qu'il y a un dynamisme tant au niveau de la création qu'au niveau de cette mécanique de fusion-acquisition qui, il y a 10 ans, alors moi j'ai effectivement un peu mon expérience, ça fait 10 ans que je fais ce métier, mais il y a 10 ans on n'en parlait pas. Un gros cabinet de conseil en gestion de patrimoine, il y a 10 ans, il gérait 100, 200 millions, 300 millions d'euros. On faisait quand même partie à l'époque des plus gros. Oui. Alors vous, justement, vous êtes passé par des grands cabinets. Je suis passé chez Patrick. Il fait partie de ceux qui m'ont mis le pied à l'étrier. Absolument. Voilà. Et ensuite, vous avez décidé donc de vous lancer sur vos terres girondines. On est au Bouscat pour la première agence. Tout à fait. Et puis là, vous dupliquez en fait le modèle, pas très loin, à Pau. À Pau, effectivement, depuis maintenant 3 mois à peu près. Et puis à Lyon. Ce sont effectivement les 2 implantations qu'on a faites au cours des 3 premières années avec
L'idée, quand on est petit, faut jouer chichement sa carte, c'est-à-dire la carte de la proximité, la carte de la spécialisation. Moi, j'ai créé un cabinet autour de la finance durable. On a énormément de clients qui viennent nous voir pour des questions de finance durable. Le cabinet de Pau est orienté principalement autour de la retraite, de la prévoyance, qui est en fait une grosse demande qu'on a eue au sein de nos clients. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de clients chefs d'entreprise qui se trouvaient mal couverts. En fait, on est parti de leurs besoins pour créer le cabinet suivant. Et il n'est pas improbable qu'on fasse la même chose à nouveau pour le suivant. On a identifié des besoins qui aujourd'hui pour nous ne sont pas servis au niveau de nos clients ou pas correctement, et c'est comme ça qu'on construit progressivement le groupe. Vous adressez une clientèle locale quand on est au Bouscat, quand on est à Pau, quand on est à Lyon, ou est-ce que vous allez chercher, parce qu'aujourd'hui on fait des visioconférences, on peut attirer via les médias notamment de nouveaux clients. Votre clientèle, elle vient d'où ? Elle est à 70% parisienne, c'est-à-dire que je passe mon temps dans le TGV, on bosse très bien dans le TGV, dans le Paris-Bordeaux, c'est très bien, et c'est l'un des avantages de cette profession, et ça a été l'un des gros avantages du Covid, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait faire ce métier. Moi, j'aime beaucoup me déplacer chez les clients, j'aime beaucoup aller voir les clients chez eux, parce que je trouve qu'on les comprend mieux dans leur environnement que de les faire venir dans son cabinet. Ça crée une relation qui est assez irremplaçable, ça crée cette proximité justement. Mais c'est vrai qu'il y a des clients, moi, certains, je les ai rencontrés une fois physiquement et puis plus jamais. Ensuite, toute la relation se fait à distance, se fait en visio. Ça, c'est une nouveauté au niveau de notre écosystème qui est hyper intéressant. Et ce qui fait que moi, je suis ce qu'on appelle un croque-maïs à Bordeaux. Donc, je suis un landais, c'est-à-dire que comme on grandit au milieu des maïs, c'est comme ça que les Bordelais nous appellent. Et je ne suis pas de l'écosystème bordelais, donc j'ai assez peu de clients finalement à Bordeaux, mais j'ai des clients un peu dans toute la France. Et c'est la même chose avec les 2 autres cabinets. On a vous pour l'instant fait les vendanges, mais les maïs quand vous étiez plus jeune. Exactement, on castrait le maïs dans les Landes, voilà, tous les étés, absolument. À Pau aussi. C'est intéressant, pas de côté, tiens, justement, sur les nouvelles façons aussi de travailler. On voit que la productivité dans tous ces métiers, mais aussi en fusion-acquisition, elle a explosé ces dernières années. Jean-Louis, je crois que vous avez un exemple par rapport à votre vie d'avant ou avant Covid. On multiplie aussi les opportunités de business, de contact, de deal, puisque avec Managing Partner, Newco, qui est assez récent, vous faites pas mal de deals en ce moment grâce justement à cette productivité accrue. Oui, on s'est créé effectivement fin 2000, début 2021, et on a fait 45 transactions depuis la création de notre cabinet. Donc c'est vrai qu'on a été très actifs, on a été porté par la consolidation du secteur, mais on travaille aussi dans d'autres secteurs au-delà des CGP, dans le courtage, l'assurance, le bancaire. Et c'est vrai qu'avant le Covid, on avait un rendez-vous, on prenait un taxi, ça prenait une demi-heure, ou le métro, une demi-heure, 3/4 d'heure pour y aller, 1 heure de rendez-vous, et puis encore 3/4 d'heure pour revenir. Donc, demi-journée. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les visios, on peut enchaîner les visios, et pendant 4 heures, on peut faire 4 réunions en visio. Et par contre, les réunions physiques sont plus longues. Parce que quand on se voit en physique, c'est vraiment pour discuter de quelque chose d'important. Si on a un petit sujet à traiter, on va le traiter en visio, 20 ou 30 minutes, et voilà. Et alors, il y a une nouvelle aussi composante qui arrive, qui est très intéressante, c'est l'intelligence artificielle, où on voit qu'on a de plus en plus aussi de support au travail. Par exemple, vous faites une visio, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle qu'elle vous résume ce qui s'est dit pendant la visio. Et elle peut même vous dire, vous vous êtes mis d'accord pour ces 3 points de suivi derrière. Donc la productivité augmente de plus en plus. Et après, il y a aussi le bénéfice de la sectorisation, de la spécialisation sectorielle qui permet à chaque fois d'adopter les meilleures practices, de prendre l'expérience du deal précédent et de le redonner au prochain deal. Patrick Ganancia, vous... après, vous êtes toujours au contact et des équipes, mais aussi de certains clients. Qu'est-ce qui a changé, vous qui avez cette longue expérience dans la gestion de patrimoine? Est-ce que les clients ont changé? Je pense qu'au fur et à mesure, je ne sais pas si les clients ont changé, mais au fur et à mesure où la structure a grandi, les clients sont devenus de plus en plus, en termes de taille, on a eu des clients de plus en plus importants. Aujourd'hui, on a des clients qui nous confient des dizaines de millions d'euros. Donc, on a vraiment des tailles qu'on n'avait pas il y a quelques années. On a toute la partie digitale qui a beaucoup évolué, comme vient de l'évoquer Jean-Louis. Aujourd'hui, on a un IA interne, on a un chatbot interne qui permet d'aller travailler notre propre donnée, notre propre sélection d'offres pour aller à l'intérieur de l'IA, retravailler nos propositions clients et nous challenger nous-mêmes
avant même qu'on les propose aux clients. On a toutes ces avancées qui, bien sûr, ce qui modifie totalement la relation avec nos clients. D'accord, l'IA, elle est au courant de toute votre offre finalement et elle va demain... L'IA interne, Ouais, interne. est au courant de toute notre offre et au contraire, bien sûr, les équipes vont continuer à l'alimenter. Pour l'instant, on est à la version 1, mais on voit à quel point ça va nous aider dans notre quotidien. Et tous ces investissements, on ne peut les faire que si on a cet effet de taille. On a travaillé la semaine dernière on travaille sur une offre de private equity où on ne peut pas avoir un accès pour nos clients si on n'a pas des montants minimums qu'on pourra apporter. Et ça vient qu'avec la taille. Bien sûr. Et en même Il faut arriver à... Notre objectif, c'est de maintenir la proximité avec tous nos clients et d'industrialiser tout ce qui est derrière. Voilà, c'est ça l'objectif. Rester des artisans dans la relation avec nos clients parce que c'est eux qui payent nos salaires, mais de l'autre côté, arriver à industrialiser tout le reste. Et quel est votre regard justement on a vu ces fintechs là, depuis les 4-5 dernières années qui arrivaient, qui ont dit tiens, on va faire comme aux États-Unis, type Wellfront, où tout sera automatisé, les gens ne vont plus passer par des conseillers. On voit que ça n'a pas tellement marché, du moins en France. On a besoin, on a l'impression à partir d'un certain montant, comme un achat immobilier, d'être peut-être rassuré, d'avoir ce contact, d'avoir cette proximité avec un humain, avec quelqu'un qui prend en main votre patrimoine. Je pense que certaines ont bien réussi, mais elles sont obligées pour beaucoup d'entre elles de se limiter à une catégorie de clients qui est la catégorie, on va dire, entre 0 et 500 000 euros d'actifs confiés. Oui. Il y a des niveaux où le client il a besoin de pouvoir parler avec nous, s'exprimer heureusement d'ailleurs avec un être humain, échanger sur les valeurs, la philosophie avec laquelle il a envie de gérer son patrimoine, comment il a envie de le transmettre. Tout ça, c'est compliqué à faire Voilà. Sauf à avoir un niveau de connaissance où on a envie soi-même de s'occuper de son... Bien sûr. François-Xavier. Je partage parce qu'en fait, moi, j'ai une clientèle qui est donc très parisienne et qui est très French Tech. J'ai beaucoup de clients qui ont entre 35 et 45 ans et qui ont vendu pas mal de boîtes tech. Et en fait, ils étaient généralement investis chez ces nouveaux acteurs. Mais ils avaient une épargne qui était de 100, 150 000 euros répartie justement sur ces acteurs en ligne. Quand ils font un premier exit, parce que l'idée derrière... On ajoute un zéro patrimoine. Voire même deux. Voire même deux. Là, c'est des sessions où ils prennent 10 millions à peu près. Ils prennent entre 5 et 10 millions. Typiquement, ils vont voir un conseiller en gestion de patrimoine. Et c'est à ce moment-là, en fait, c'est pas des concurrents. C'est pas du tout des concurrents. En fait, on n'est pas sur le même marché. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui est assez commun pour le coup. Et c'est quelque chose qu'on constate aujourd'hui. Il y a la nécessité d'avoir un humain, il y a la nécessité d'avoir un suivi, il y a la nécessité aussi, peut-être l'envie aussi, d'avoir un service personnalisé, d'avoir quelque chose un peu plus haut de gamme, quitte à le payer. Par contre, il faut avoir le service. On est nécessairement plus cher qu'une plateforme online, puisqu'il y a un humain. Le service, c'est quoi? C'est être disponible 24/24, c'est pouvoir... Alors non, la nuit, je dors. Vraiment, la nuit, je dors. Par contre, c'est répondre avec une réactivité réelle, c'est avoir un nombre de clients limité. C'est justement se dire à un moment, là, aujourd'hui, je ne peux plus prendre de clients. C'est se dire, je vais limiter le nombre de clients. Alors, voilà, c'est la nécessité de gérer sa croissance et de pouvoir, si on veut, maintenir cette satisfaction client et finalement la recommandation. Puisque certes, on a des clients qui arrivent par divers biais, mais moi, le premier apporteur d'affaires, aujourd'hui, c'est mes clients qui me recommandent. Et si je veux maintenir ce niveau de satisfaction, on est obligé de maintenir cette réactivité, cette présence. Et quand un client me demande un rendez-vous, je ne peux pas lui donner rendez-vous 3 semaines après. D'accord, et c'est pour ça qu'on va sur votre profil, un site bien connu que vous êtes en train de recruter. Oui, tout à fait. Augmenter effectivement si des gens veulent rejoindre mon bac et middle office, vraiment, je lance un appel, j'ai besoin de monde. Bordeaux est une très belle ville pour venir travailler. Ouais. Patrick, on te parlait tout à l'heure des produits, voilà, puisque là vous concurrencez, vous commencez à mordre un petit peu les mollets des grands noms justement de la banque privée à partir d'une certaine taille. Est-ce que ça y est, vous avez en stock, en magasin, toute la panoplie? Est-ce que la taille vous permet aussi d'aller chercher peut-être du côté du private equity, du côté peut-être des produits structurés, des choses que vous n'aviez pas avant? Alors, sans aucun doute. On arrive non seulement à avoir des choses qu'on n'arrivait pas avant, et parfois on arrive à avoir les mêmes choses qu'avant, mais à un prix qui n'a rien à voir pour nos clients. Et donc, ça nous permet d'être beaucoup plus... d'apporter un prix bien différent et beaucoup plus intéressant pour nos clients. Donc aujourd'hui, on a des manufactures en interne. Aujourd'hui, la principale d'entre elles s'appelle Amplegest. Aujourd'hui, elle fait de la gestion sous mandat et des fonds sur la partie action où là on est compétent et on sait qu'on peut le faire. Cette gestion sous mandat aujourd'hui, elle est en architecture ouverte, elle est à une tarification bien inférieure à celle des banques privées
Et aujourd'hui, elle est en train de commencer à avoir les premiers fruits d'années et d'années de travail, avec aussi des institutionnels qui confient des capitaux à cette société de gestion parce qu'elle fait des très belles performances. Il y a Octo, qui est une autre société du groupe, qui elle fait la partie obligation et qui a des résultats que tout le monde peut aller voir sur ses fonds datés qui sont très très bons. Et enfin, on a la partie immobilière qui est gérée avec Eterna, mais avec des club deals de clients. Et là aussi, c'est pareil. Si vous voulez faire des club deals de très grande qualité sur des... faut pas aller dans le segment immobilier des club deals entre 0 et 10 millions où il y a beaucoup trop de monde. Il faut aller sur des segments plus grands, donc avoir des clients plus aisés ou plus nombreux qui vont saisir ces opportunités-là. D'accord. Et je parlais justement du côté du private equity. Private equity, c'est pareil. Ouais, private equity, c'est pareil. Il y a des offres de fonds de private equity où il vous faut apporter des tickets minimums qu'aujourd'hui on peut apporter. Et il vous faut dans certains cas la possibilité, vous pouvez créer votre propre feeder pour vos clients. Mais si vous avez envie d'avoir des très bonnes conditions pour eux, il vous faut du volume. Et pour vous, François-Xavier, qui est plus petit, ça veut dire qu'on a une offre réduite ? Mais en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, non, on n'a pas une offre réduite parce qu'en fait, il y a deux types de clients. Il y a des clients qui ont besoin d'avoir une institution, d'avoir un cabinet, un gros cabinet qui fait quasiment la taille de banque privée au niveau des encours. Le métier est extrêmement différent. Entre banque privée et un gros cabinet, c'est deux choses totalement différentes. Et si les gens d'ailleurs vont en banque privée dans un premier temps, généralement, je crois que c'est une étude qui datait d'il y a quelques années, 1 sur 2 quitte la banque privée au bout de 2 ans pour aller chez un conseiller en gestion de patrimoine. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin de conseil qui est identifié. Et derrière, il y a des clients qui ont besoin soit de petits cabinets, qui viennent voir des personnes qui ont envie de ce petit cabinet, de cette proximité, de cette architecture ouverte, oui. Ou alors qui vont voir des cabinets qui sont plus institutionnels et qui effectivement peuvent proposer en interne des produits. Après, il faut voir que le marché a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, effectivement, pour monter un produit maison structuré, il fallait plusieurs millions d'euros. Aujourd'hui, c'est possible de monter des structurés qui sont de plus petite taille, des structurés maison. Ça, c'est une offre qui s'est beaucoup démocratisée. C'est la même chose sur le private equity. Aujourd'hui, on voit de plus en plus soit de fonds, soit qui permettent d'accéder à des très gros fonds internationaux, américains et autres. On a vu cette offre se démocratiser, là, surtout au cours des 2 dernières années. Donc sur le private equity, sur les club deals, et puis on a vu même la réglementation qui accompagne, puisque là on voit la réglementation, notamment LTIF 2, qui permet à la plupart des fonds qui étaient accessibles à plus de 100 000 euros. Maintenant on voit des tickets qui en deviennent même trop faibles pour la plupart de nos clients, puisque voilà, quand on me dit on va vous faire du FCPR ou du private equity d'une façon générale à partir de 5 000 euros, moi je ne crée pas des lignes à 5 000 euros dans des clients qui ont des portefeuilles à 2 millions. Donc aujourd'hui, il y a quand même une vraie démocratisation. Ça veut dire que même un petit cabinet, je lis entre les lignes, peut avoir accès à cette offre et proposer toute la palette. Bien évidemment. Oui, absolument. Messieurs, il nous reste quelques minutes. On va quand même parler des gros sous. C'est votre partie, Jean-Louis, de ces multiples. Pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, qui ont peut-être un cabinet en gestion de patrimoine, qui ont envie de passer la main, qui se disent, tiens, c'est peut-être le moment. Ça se revend combien, un cabinet en gestion de patrimoine ? Alors la première question qu'il faut se poser, c'est le projet. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que j'ai envie de m'adosser et de rester ? Est-ce que j'ai envie de transmettre et de partir ou de rester pendant une période de transition ? Donc vraiment, le plus important, c'est le projet. Après, la valorisation en découle. La valorisation, elle dépend de plusieurs choses. Elle dépend de la taille du cabinet, principalement. La taille, ensuite le profil de ses encours, de la récurrence de ses activités, de la rentabilité. Mais voilà, et puis en fait, effectivement... on a une échelle assez large, on va dire, les fameux multiples. Mais en fait, effectivement, c'est le dynamisme du cabinet qui est important, la taille, la récurrence. D'accord, mais quand même, citez-nous une fourchette, qu'on sache. Une fourchette, la fourchette, effectivement, un petit cabinet, ça va être... Alors, effectivement, il y a des notions qui ne sont pas connues de tout le monde, qui commencent à l'être de plus en plus. C'est la notion de fameux EBITDA, une espèce de résultat opérationnel, donc la rentabilité normative du cabinet. Et puis, donc voilà, on applique à ce fameux EBITDA, on lui applique des multiples. Après, il y a la structure de la transaction. Est-ce qu'on paye en cash ? Est-ce qu'on paye en action ? Est-ce que le paiement, il est tout de suite ou est-ce qu'il est différé ? Et donc, pour venir une fourchette, donc petit cabinet, on va dire entre 8 et 10 fois l'EBITDA. Et puis, plus ça grossit, et puis plus on va aller entre 10 et 15, et puis 15 et au-delà. Ouais, je vois que vous, Patrick, vous écoutez attentivement. On est à peu près sur ces schémas. Oui, on est sur ce chiffre-là. Jean-Luc connaît très très bien son métier, donc il n'y a pas de doute. Et c'est quelque chose de très important. Pour nous, aujourd'hui, on a des cabinets qui nous rejoignent chaque année. La plupart d'entre eux prennent une partie en titre de notre groupe. Aujourd'hui, Ils restent associés ? Ils restent en général ou Oui, en général, ils restent.
On a Quelques quelques années. cabinets qui viennent nous voir parce qu'ils veulent céder et partir en retraite, et c'est clair depuis le départ. Mais le dernier cabinet qui va nous rejoindre est un cabinet où il a très envie de nous rejoindre comme associé. Aujourd'hui, on a 73% du capital qui est détenu par les collaborateurs. Il y a, à ma connaissance, dans les consolidateurs, il n'y en a aucun qui arrive à avoir ces pourcentages-là. Ça veut dire plus de la moitié des collaborateurs sont actionnaires. Le fonds d'investissement n'a qu'une vingtaine de pourcents du capital. Donc voilà, donc c'est très important pour nous qu'à la fois tous les collaborateurs puissent s'éclater et faire le job au mieux pour les clients, et que de l'autre côté, ils puissent s'enrichir au fur et à mesure où le groupe s'enrichira. Oui, Jean-Louis, vu qu'il y a une position privilégiée sur ce marché, c'est ce marché de la consolidation, il va continuer dans les mois, les années à venir. Ah oui, indéniablement, il va continuer. Si je peux juste rajouter sur les valorisations, les structures de transaction, un conseil à donner, c'est que quand effectivement un CGP s'adosse à une plateforme ou vend son cabinet de plateforme et qu'on lui propose des actions du groupe qu'il rejoint, il faut vraiment les accepter. Parce qu'il y a une valorisation dans le temps. Il y a une création de valeur qui est incroyable dans ces cabinets, et franchement, c'est un très bon investissement. Et autant être investi dans un cabinet de CGP français plutôt que dans des actions kazakhs ou je ne sais pas quoi. Donc vraiment, si on le propose, il faut vraiment le saisir. Et la consolidation, oui, elle va continuer, bien sûr, elle va continuer. On voit qu'il y a une première phase de consolidation, c'est les cabinets ont fait rentrer des fonds de private equity au capital. Ça, c'était la phase 1. La phase 2, ils ont fait des acquisitions, ils ont été rejoints par d'autres cabinets. La phase 3, c'est les structures qui se rapprochent entre elles. Donc, on en a toujours. Et puis, la phase 4, c'est les petits cabinets qui se créent aussi. Donc, le solde de création est positif chaque année. Donc, les moyens vont continuer à se rapprocher. Les plus petits vont continuer d'être absorbés par les plus gros. Peut-être même se rapprocher parfois entre eux, entre plusieurs petits pour devenir un moyen. Donc vraiment, c'est très très dynamique. Et comme on l'a évoqué déjà, c'est une part de marché qui est quand même assez limitée. On est à peu près à 10% de l'épargne des Français. Donc il y a quand même un potentiel de progression très fort. Et puis une fois que ce marché continuera de se consolider en France, il y aura peut-être des velléités d'aller un petit peu à l'étranger aussi, voir chez nos voisins. Mais ça fera partie d'une autre table ronde qu'on vous invite évidemment à regarder sur Décideur Patrimoine. En tout cas, on l'a compris, cette forêt de la gestion immobilière se porte bien. Il y a les grands arbres, les moyens, les petits, un écosystème florissant et avec beaucoup d'activités. Et c'est tant mieux aussi pour les gens qui gèrent leur patrimoine. Un grand merci à nos invités. Donc François-Xavier Soeur, fondateur de Terra et Patrimoine. On vous souhaite bon vent pour Terra et Patrimoine. On vous souhaite d'atteindre le succès de votre voisin. Merci Patrick Ganancia. Je rappelle que vous êtes coprésident de Cyrus RS. Et puis Jean-Louis Duvernay-Guichard, Managing Partner chez Newco Corporate Finance. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Décideur Patrimoine.